Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde. Moi, je trouve ça... J'espère que vous allez bien. D'abord, on va commencer comme ça. Je trouve ça toujours assez rigolo quand il y a des débats au Québec qui impliquent le hockey. Parce que dès que tu dis le début du tiers, du commencement, de l'amorce d'un bémol ou d'une nuance par rapport au hockey, c'est un crime de lèse-majesté. Je le sais que c'est une religion, le hockey au Québec. Je sais que c'est le sport national. Bonjour, Cybèle Olivier. Salut, Sophie. Ben, tu sais, il y a tout le débat autour du débat versus le match de hockey. Ouais. Puis j'ai écrit une chronique là-dessus dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin. La première fois de ma vie que je me retrouve en page 2, toi. Habituellement, je suis dans la section culturelle, mais tu comprends, le hockey, c'est tellement important. Hey, écoute, page 2, toi. Avant Martineau. Page 2, lui, il est en page 4. Moi, je suis en page 2 dans le journal de ce matin. Mais c'est-tu ce que j'ai entendu par rapport à ça ce matin? Antoine Robitaille, il disait on aurait dû diffuser le débat des chefs dans le Centre Bell. Comme ça, tout le monde qui est là arrive d'avant. Ben, tout le monde est là à partir de 6 heures. On boit de la bière, on écoute le débat des chefs. Puis quand la game, elle commence, la game, elle commence. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Une excellente idée. Ou ce qu'on aurait pu faire, ou ce qu'on aurait pu faire, c'est demander aux diffuseurs de mettre une petite fenêtre. Tu sais, ils sont capables de le faire maintenant, aujourd'hui, avec la technologie. Donc, tu regardes le hockey, puis tu as une petite fenêtre à droite et tu as le débat des chefs. Et pendant le débat des chefs, une petite fenêtre à la télévision, dans ton écran à droite, le hockey, comme ça, tout le monde aurait été content. Il existe aussi une telle chose qu'un enregistreur. Un enregistreur, ça existe encore, là, pas des enregistreurs avec une cassette VHS, là. Mais en même temps, c'est le Moyen-Âge. Toi, tu penses que les gens auraient plus fait quoi? Enregistrer le débat, enregistrer la game? Mais je pense que les gens auraient fait ce qu'on fait maintenant, puis de plus en plus. Y a-tu vraiment quelqu'un qui regarde la télé sans avoir son cellulaire ou sa tablette sous la main? Tu regardes le débat et en même temps, tu regardes le hockey sur ton cellulaire. Tu regardes le hockey à la télé, tu regardes le débat sur ton cellulaire ou... La troisième option, t'écoutes ni l'un ni l'autre. Et le lendemain, t'as d'excellents analystes sportifs, d'excellents analystes politiques. Tu peux en plus tous les entendre sur les ondes de Cube. Bref, tellement de possibilités. Un débat vraiment... Donc moi, je vais faire ni l'un ni l'autre ce soir. Je me fais un bon souper, bavette et frites avec M. Martineau. Voilà, ça règle le débat. Ben, ça va être bon. Moi aussi, je vais me faire le rôti de Jeannette Bertrand. Pas le rôti de palette. Le rôti de palette. On va s'échanger nos recettes. Alors, il y a une chose, en tout cas, qui ne fait pas de débat, c'est que la bureaucratie est lourde au Québec, hein? Remplir des feuilles, surtout quand tu es entrepreneur. Et Mario Pelcha, que vous connaissez bien sûr comme auteur, compositeur, interprète, en a fait les frais beaucoup avec son fameux vignoble. Donc, on va lui parler dans quelques instants parce qu'il a annoncé récemment qu'il allait quand même cette année ouvrir son vignoble en dépit de tous et en dépit des bureaucrates. Et comme le politicien Éric Duhaime l'a appuyé sur Facebook en disant, moi, je suis allé à son vignoble l'année dernière, je vais y aller cette année, puis on est tous tannés de ce régime soviétique de bureaucratie. On s'est dit, on va aussi inviter Éric Duhaime. Alors, vous allez les voir apparaître tous les deux à l'écran. Monsieur Pelcha à ma gauche. Bonjour, Mario. Bonjour. Monsieur Duhaime à ma droite, bien placé à droite, Éric, comme d'habitude. Comme d'habitude, Sophie, bonjour. Bonjour, Éric Duhaime, donc, qui est chef du Parti conservateur du Québec. Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours, je suis incapable de mentir, donc on va se tutoyer. Je vais faire une exception à ma règle quand j'interviewe des politiciens, je les vouvoie tout le temps. Dans ce cas-là, le naturel reviendrait au galop. Alors, Mario, je commence avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as pris cette décision-là pour cet été? En fait, moi, quand on m'a ordonné de cesser les spectacles l'année passée, j'ai redéposé une demande à la CPTAQ en leur demandant, bien évidemment, de tenter de faire le plus vite possible parce que je voulais pas perdre ma saison 2024.
Entre-temps, la municipalité a changé le schéma d'aménagement pour permettre les spectacles à la ferme. Et donc, moi, j'attendais la réponse, mais elle est arrivée en décembre. Une orientation préliminaire, celle-là. C'est Elle est arrivée rapide, en ça, hein? décembre. C'est Oui. rapide. Les pousseux de crayons se sont dépêchés. Et là, on a demandé une audience qu'on a eue le 18 février dernier devant eux. Ça s'est bien passé. C'était respectueux de part et d'autre. Et puis, nous, on a... Quand je dis nous, c'est mon avocat et moi. On a exposé le fait que ça ne nuisait pas du tout à l'agriculture. Au contraire, moi, je continue de faire de l'agriculture. Là. J'ai planté 38 000 vignes à date, puis je vais en planter 25 000 cette année. On va être avant longtemps à 60 000 vignes. J'ai acheté la terre voisine, donc je cultive. Et ce qu'on fait, c'est de l'agrotourisme. Hein. Tu sais, on attirait les gens chez nous en présentant des spectacles, mais en présentant des spectacles, pas un spectacle comme on fait dans une salle. Juste avant le spectacle, les gens dégustent les vins, on leur parle du projet. Moi, quand j'arrive sur scène, parce que la présentation des vins, c'est quelqu'un d'autre. Et quand j'arrive sur scène, j'explique un peu l'origine aussi de ce projet-là, un projet à deux, mon épouse et moi. Et puis, donc, on leur fait vivre un peu comme une immersion dans le monde viticole et tout ça. Et c'est une expérience qui vit. Puis après ça, il y a quelques chansons et puis ça se termine là. Par le passé, j'ai eu l'autorisation de la CPTAQ pour présenter des événements sociaux avec 100 convives. Et là, moi, entre-temps, j'avais demandé à augmenter la capacité, à aller jusqu'à 250 personnes pour me permettre de faire de plus belles présentations, d'avoir plus de musiciens, de faire quelque chose d'un peu plus d'envergure, quoi. Puis parce qu'avec 100 personnes, c'est difficile, à un moment donné, le budget n'est pas le même et tout ça. On avait refusé, mais on avait refusé en envoyant la réponse à une autre adresse où je ne vis plus. Alors, je ne l'avais pas eu, cette réponse, et c'est la raison pour laquelle j'avais fait des choix en 2022-2023. Donc, je tiens à préciser ici là, que j'ai pas, parce que j'ai entendu toutes sortes de choses. Oui, les gens ont dit toutes sortes de choses. Toi, ce que tu dis, en fait, tu l'as dit à notre collègue du journal, je ne brise pas la loi. Hein, je ne suis pas un hors-la-loi. Éric, je veux revenir à ta publication récente sur les médias sociaux. Tu as dit bravo à Mario Pelchat qui n'attend plus les autorisations gouvernementales avant de vendre des billets pour son spectacle à son vignoble. Et tu dis, il y a un méchant ménage à faire dans la réglementation soviétique qui tente de contrôler les Québécois et nous empêche d'avoir du plaisir. Est-ce que c'est de l'exagération? Oui, vas-y, Mario. Moi, j'aimerais apporter une petite précision. C'est que quand on a eu cette audience le 18 février, on nous a dit, vous aurez la réponse entre 10 et 30 jours. Et ça faisait 37 jours ouvrables. Ouais. Cette fameuse réponse. Moi, là, je m'apprêtais à perdre la saison, encore une fois. Je pouvais pas. Alors, ce que j'ai fait, en parlant avec mon avocat, j'ai dit, je vais aller de l'avant avec l'autorisation que j'avais dans le passé, avec 100 convives, et puis je vais y aller avec ça. S'ils refusent à 250, au moins, je vais quand même pouvoir fonctionner avec 100 convives. On me l'a autorisé. Alors voilà, je vous laisse aller avec Éric. Oui, alors Éric, donc, voilà, est-ce que c'est vraiment un régime soviétique sur lequel on vit ou c'est pas une exagération de politiciens populistes? Sophie, ce qui est une exagération, là, c'est où on en est rendu. Si on avait interdit à tout le monde au Québec de faire de la culture dans leur grange, là, la culture québécoise n'existerait pas, ou en tout cas, elle n'aurait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, là. Si on a eu des pièces de théâtre, si on a eu des chanteurs, tout ce que vous pouvez imaginer a passé dans nos granges au Québec. Nos cabanes à sucre, si on n'avait pas été capable de mélanger la culture avec notre agriculture au Québec, là, la culture québécoise en serait grandement appauvrie. Et le modèle d'affaires, parce que c'est quand même de la business, là, de Mario Pelchat, c'est l'avenir au Québec. De mélanger le tourisme avec l'agriculture, avec la culture, c'est une source d'enrichissement pour notre patrimoine à tous. Et de voir que des technocrates sur-analyse des lois pour essayer à tatillon de trouver des défauts puis d'empêcher Mario Pelchat de recevoir ses convives puis de chanter devant eux,
Ben, je m'excuse, mais c'est soviétique. On essaie d'utiliser une technocratie, une bureaucratie pour empêcher la liberté de faire diffuser la culture québécoise, l'agriculture, puis le tourisme québécois. Je trouve ça totalement inacceptable. Et je ne comprends pas que je sois le seul politicien qui se lève aujourd'hui. Tous les politiciens à l'Assemblée nationale devraient être debout, à se lever, puis à dire qu'ils sont solidaires de Mario Pelcha aujourd'hui. Et je leur tends la main. J'espère que c'est ce qu'ils vont faire, parce que ce qui est en train de se produire, c'est dangereux pour notre agriculture, pour notre tourisme et surtout pour notre culture. Mario Pelcha, c'est un modèle, c'est pas un paria. Et je sais pas comment le dire, sur quel ton, mais je suis outré. Puis Mario, tu as toute mon affection, je sais que tu as passé une période difficile, j'ai eu la chance d'aller te rencontrer, j'ai eu la chance d'aller te visiter. C'est inacceptable, je suis gêné de la façon dont on t'a traité, puis j'espère que je suis aussi indigné que l'ensemble des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle. Ouais, Mario, c'est important de le dire, hein, parce que les annulations l'année dernière, ça a été un choc financier pour toi, mais tu en as parlé ouvertement, ça a été un choc physique et un choc psychologique aussi. Complètement. Complètement, parce que, tu sais, j'ai investi beaucoup dans ce projet-là, en temps, en énergie, et quand je dis j'ai, ça comprend le travail de ma femme aussi, là. Tous les deux. C'est un projet de retraite, c'est un projet qu'on a aimé pendant tout le temps qu'on l'a bâti. Et là, on est en train de nous le faire haïr. Et je suis en train de me demander, moi, tu sais, souvent je me pose la question, qu'est-ce qui est le plus préjudiciable? Si on me pousse à bout et que, parce que là, j'ai fait vraiment une dépression, à un moment donné, j'avais plus le goût de rien, je faisais que dormir. J'avais pas d'énergie, puis moi, je suis un gars d'énergie, je disais, je suis un battant, puis je suis un gars qui a toujours des projets. Puis là, tout à coup, j'avais plus d'énergie du tout. J'ai été obligé d'avoir recours à de la médication. Et donc, si je me fatigue, que je m'écœure, puis que j'arrête je ferme boutique, ben c'est quoi qui est le plus préjudiciable? Que les vignes continuent à pousser en friche, ou bien que je continue d'exploiter puis que je continue de faire, de protéger le territoire agricole. Parce que c'est ça mon but. C'est pas de ne pas respecter la loi. Il y a plein de gens qui m'ont écrit des messages personnels en me traitant de hors la loi pour faire justement le contraire de ce qui a été écrit dans les journaux. Non, c'est pas ça. Si c'est une loi, bien que tout le monde la respecte. L'année passée, moi, on m'a ordonné d'arrêter, j'ai arrêté. Mais à 2 pas de chez moi, il y avait des spectacles dans des vignobles. Il y avait toute une programmation dans des vignobles à côté de chez moi. Donc, si personne n'a le droit, que personne en fasse. Mais si j'en vois tout le tour de moi et qu'on me vise moi, là, il y a une injustice. Oui, puis aussi, tu l'as dit, hein, les délais sont absolument inacceptables. Si tu rencontres des fonctionnaires en juin, puis que la réponse vient seulement en décembre, après tu as une rencontre en février, on te dit vous allez avoir la réponse dans 10 à 30 jours, puis 37 jours plus tard, tu n'as toujours pas de réponse. Je m'excuse, à un moment donné, il n'y a pas juste toi en plus, Mario, il y a les employés et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à ton vignoble pour acheter ton vin ou acheter tes produits du terroir ou voir ton spectacle, ce sont des retombées pour toute la région. Éric, je veux t'entendre parce que tu as dit pourquoi les autres politiciens ne s'indignent pas. Il y a un aspect, en tout cas, qui devrait aller chercher la fibre nationaliste ou la fibre patriotique des autres politiciens. C'est le fait que on passe notre temps à dire depuis le 6 janvier acheter local, acheter local, acheter local. Ben, arrêtons d'écœurer quelqu'un qui fait des produits locaux. Oui, exactement. On a des on a enlevé le vin le vin américain des tablettes de la SAQ, mais c'est pour mettre le vin justement de Mario Pelcha. J'espère que c'est ça l'objectif et de vouloir l'écœurer puis de vouloir l'empêcher de prospérer. C'est un non-sens, c'est une contradiction totale parce que pendant qu'on étouffe Mario Pelcha, qui prospère, qui va prendre le marché si on n'a plus de producteurs? Au Québec, on a plus de 300 producteurs de boissons alcoolisées. Ces gens-là doivent être mis à l'avant-scène, ces gens-là doivent être encouragés, pas de mettre des bâtons dans les roues. Et je comprends qu'il y a des fonctionnaires qui sont bornés puis qui sont pas très intelligents puis qu'on leur doit donner des règles puis qui essayent de les respecter à la lettre puis qu'ils essayent d'être plus catholiques que le pape. Mais il y a des élus
élus en arrière là qui les voient aller puis qui ne sifflent pas la fin de la récréation. Et moi, c'est ce que je demande aujourd'hui. Tu sais, dans le comté de Mario Pelchat, on a une députée de la coalition Avenir Québec qui elle-même a un vignoble. S'il y en a une qui devrait comprendre, c'est bien la députée de Mirabel, Madame Damour. Elle est là, elle comprend, elle sait c'est quoi la réalité d'être un entrepreneur, d'avoir des vignes, d'importance de vendre les produits québécois, les produits du terroir. Elle est où cette députée pour dire que ça n'a pas de bon sens, pour faire comme moi puis dire que Mario Pelchat c'est un héros, c'est pas vrai que c'est un pas bon. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe présentement. On a un parti qui est nationaliste au Québec qui dit qu'il veut faire du Québec un pays qui arrête pas de parler du patrimoine puis de l'histoire puis de l'importance de la culture québécoise. Ils sont où pour défendre Mario Pelchat aujourd'hui? Mario Pelchat là, tu parles de Québec solidaire? Tu parles de Québec solidaire ou du PQ? ou du Parti québécois, là, c'est selon, c'est très similaire à plusieurs égards. Mais Mario Pelchat, c'est un grand artiste québécois. Là. Mario, c'est pas parce que t'es là que je le dis, là, mais je le pense profondément. Karim El Ayoubi, le président de notre commission politique, qui est un Libanais d'origine, me disait que quand il était jeune au Liban, il y avait des affiches géantes à Beyrouth de Mario Pelchat. Je sais pas s'il y a beaucoup de Québécois qui savent ça, mais ailleurs, on considère Mario Pelchat comme un héros. Absolument. Puis cette semaine, j'avais Ravi Por, qui est une fille de réfugiés cambodgiens. Elle est née au Québec, mais elle est fille de réfugiés cambodgiens. Pendant les 7 premières années de sa vie, elle ne parlait pas français parce qu'elle était élevée dans un milieu cambodgien. Et elle dit qu'elle a appris à chanter, à parler français, entre autres en chantant les chansons de Mario Pelchat. Elle nous l'a raconté ici même à Cube. Elle disait qu'elle comprenait pas que c'était triste, les paroles de la chanson en particulier, mais que elle c'était un moment joyeux pour elle. Donc de chanter, pleurer sous la pluie. Ben écoute, c'est tout un vibrant témoignage en ton honneur. Mario, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Si tu permets, je vais garder Éric avec moi. Ben, j'ai des petites questions plus politiciennes à lui demander, à lui poser. Merci beaucoup, Mario. Et puis écoute, t'as déjà un client. Éric a déjà annoncé qu'il prenait des billets de spectacle pour ton spectacle cet été. Puis toi, les billets, ben on peut les trouver évidemment sur le site de ton ça s'appelle domainepla.com pour trouver des billets. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Mario. Merci. Puis là, arrête de pleurer dans la pluie, là. Merci beaucoup, Mario. Merci. Éric, c'est pas un piège que je te tends, hein. Tu te doutais bien que j'allais quand même te poser quelques questions, surtout qu'il y a quelques instants seulement, sur ta page Facebook, tu as parlé de la cote de crédit du Québec qui vient de baisser de AA- à A+. Tu dis que ça va coûter des centaines de millions de plus aux Québécois. Puis tu blâmes la CAQ. Tu dis que c'est un échec monumental de la CAQ. C'est pas un peu simpliste? Il y a vraiment une relation de cause à effet, d'après toi? Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Standard & Poor's qui aujourd'hui, dans son avis, souligne que l'endettement public, le manque de contrôle des dépenses, le fait que le gouvernement dépense beaucoup trop et de plus en plus, le vieillissement de la population font qu'on a un problème au Québec et que ça devient de plus en plus lourd comme dette publique. Hein. Le déficit est historique cette année, je vous rappelle, 13,6 milliards de dollars. Puis ce que je dis aujourd'hui, c'est pas nouveau, là. Au budget, il y a quelques semaines, on a été le seul parti, le Parti conservateur du Québec, à dire c'est un désastre d'augmenter encore le déficit du Québec. On s'en va vers une décote. Moi, j'ai sonné l'alerte. Là. J'ai dit, il y a un problème. À New York, là, ils vont regarder ça, puis ils vont nous décoter. Puis l'ensemble des contribuables québécois va payer beaucoup plus pour absolument rien en retour. Là, parce que Ouais. Ben oui. Mais c'est ça, c'est que déjà, on avait un déficit record de 11 milliards. On est passé à 13 milliards. C'est absolument épouvantable. Par contre, tu dis que, bon, donc vous avez fait ça au moment du dépôt du budget et tu dis aucun média n'a rapporté notre avertissement. Es-tu en train de me dire que certains partis présents à Québec ont un poids médiatique qui est pas proportionnel à leur... Moi, j'ai pas évalué le travail des médias, Sophie. Ce que je dis, c'est que moi, je l'ai souligné. J'ai fait une conférence de presse à ce sujet-là et que mes propos n'ont pas été rapportés dans les médias traditionnels. Je l'ai fait sur les médias sociaux, mais j'ai été surpris même au moment du budget que personne s'intéresse à la cote de crédit du Québec. C'est quelque chose de fondamental. Puis pour ramener ça à l'échelle individuelle, là, les gens qui nous écoutaient, là, c'est quand vous allez prendre une hypothèque, hein, on demande votre cote de crédit. Mais c'est la même chose. C'est sûr que c'est pas le même calcul, là, mais c'est la même chose dans le sens où ça l'impacte le taux d'intérêt
auquel vous avez le droit de capacité prêter. d'emprunter. Tu as tout à fait raison. C'est un très bon exemple et c'est vrai que c'est exactement comme quand on va à la banque pour prendre une hypothèque. Écoute, il nous reste quelques instants. Éric, cette décision de la commission là, qui organise et qui est payée des millions de dollars pour organiser un débat à tous les 4 ans dans les 2 langues, cette décision, deux décisions. Premièrement, d'éliminer le Parti vert, ce qui aurait dû être fait, selon moi, il y a déjà un bon petit moment, et cette décision de ramener le débat 2 heures plus tôt. Je sais que c'est au fédéral, puis toi, tu es au provincial, mais tu penses quoi de ces 2 décisions-là? Ben, d'abord, je pense qu'on a une commission qui, pendant 4 ans, a travaillé. Il y a des fonctionnaires là qui ont été payés pendant 4 ans pour organiser la soirée électorale. Puis à 24 heures avant le débat, ils changent l'heure, puis ils changent les participants. Faut le faire, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4 ans, ce monde-là? Je me demande, tu sais, quand on parle de mauvaise gestion des finances publiques, là, voici de l'argent où on pourrait économiser rapidement. C'est un montant symbolique, mais je pense que ça ferait grand bien de se débarrasser de cette commission-là. C'est pas symbolique, ils ont un budget de 7 millions de dollars. C'est fou raide. Ils ont dépensé 7 millions sur un budget de 11 millions. C'est pas symbolique pantoute, là. Sophie, tu pourrais organiser un débat entre des candidats au fédéral dans ton émission, ici. Ça te prendrait 1 heure. Puis tout serait organisé. T'aurais pas besoin d'engager 4 personnes pendant 4 ans, là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, écoutez, le Parti vert qui les exclut à 24 heures d'avis, il aurait dû être exclu de facto. Ils rencontrent pas les conditions. Ils ont dit, ça prend 90% des candidats dans les circonscriptions. Ils ont pas. Pourquoi ils attendent que les gens soient préparés, ils sont quasiment en train de mettre le veston et le cravate pour aller dans le débat, puis là, tout à coup, ils disent qu'ils n'ont plus le droit de participer. Je comprends pas. Non, non seulement je comprends pas, mais là, je vais vraiment faire une fleur à mon collègue Mario Dumont, parce que ça a été le premier dans les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Il a écrit un texte en disant, il a fait les calculs. Tu sais, c'est un économiste de formation, Mario Dumont, mais je peux pas croire qu'il y a quelqu'un à la commission des élections qui est pas capable de faire 2 + 2 = 4 puis de calculer le nombre de candidats. Oui, vas-y, Sybelle. Non, mais j'allais dire aussi, Mark Carney, si à la base, on avait su que le Parti vert se présenterait pas, il aurait peut-être pas utilisé, entre autres, cette excuse-là pour pas se présenter au débat de TVA. Au face-à-face de TVA. Pensez-vous, M. Duhem, que ça aurait eu une incidence? Vous, si depuis le début, on avait choisi que le Parti vert se présenterait pas et qu'on l'avait affirmé, peut-être que Mark Carney aurait changé d'idée? Écoutez, je comprends toujours pas pourquoi M. Carney a refusé d'aller au face-à-face. Puis moi, je peux parler, je suis un des rares. Là. Moi, je les ai faites, là, le débat à Radio-Canada et le face-à-face. Là. J'ai été un des participants. Je peux vous dire que le face-à-face à TVA, c'est beaucoup plus exigeant pour un chef de parti que le débat à Radio-Canada. Le débat à Radio-Canada, tout le monde est en même temps, ça parle, il y a 4-5 personnes en même temps, tu prends ton tour quand tu veux. Le face-à-face, là, faut que tu sois beaucoup mieux préparé. Et je comprends que M. Carney, la raison pour laquelle il a refusé, ça n'a rien à voir avec le Parti vert, ça a tout à voir avec le fait qu'il voulait pas répondre à des questions qui auraient eu lieu au face-à-face, que ce soir, on n'entendra pas. Là. Il aurait perdu la face au face-à-face. Il aurait perdu la face au face-à-face, c'est le cas de le dire. Moi, je suis un puissant fin. Je suis un sac à blagues. Même, je pense qu'il aurait fallu l'appeler le farce-à-farce, tellement je fais des farces. Merci beaucoup, Éric Duhem du Parti conservateur du Québec. Sophie. Et aussi simple citoyen qui s'indigne aussi de la bureaucratie qui en finit plus et qui affecte Mario Pelchat. Merci beaucoup, Éric. Toujours un plaisir, Sophie. À bientôt. Au revoir. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, mesdames et messieurs, vous avez un scoop aujourd'hui. Vous avez en primeur le petit accessoire que je vais amener avec moi quand je vais aller voter le 28 avril. Alors, je veux le décrire pour ceux qui ne regardent pas à la télé. Si vous nous écoutez à la radio, j'ai une boîte en carton sur la tête. Mais mon collègue Hugo Veilleux, qui est tellement gentil, journaliste à la recherche, il m'a fait 2 petits trous pour les yeux. Pourquoi je vais aller voter comme ça? C'est parce que la loi le permet. Élections Canada, vous allez sur leur site web et ça précise que quand on va voter, on a simplement besoin d'avoir notre carte de voteur et une carte d'identité, mais qu'à aucun moment, on ne va demander aux électeurs et aux électrices canadiennes de se découvrir le visage. Donc, en 2025, on peut sans problème, au Canada, voter le visage couvert. Bon, je vais enlever ça parce que c'est un petit peu étouffant et surtout oppressant.
Et cette situation-là, qui vise évidemment éventuellement des femmes portant le niqab, ça a été dénoncé. Il y a 15 personnes qui ont signé une lettre ouverte, dont mon invité Romain Gagnon, qui est ingénieur essayiste, auteur du livre La biologie de l'amour. Mais parmi les signataires de cette lettre, il y a des gens comme Normand Baillargeon, il y a des membres du regroupement féministe pour les droits des femmes, il y a des gens du mouvement laïque québécois. Bref, 15 personnes qui disent, voyons donc, ça n'a pas d'allure qu'on permette à quelqu'un en niqab d'aller voter le visage couvert. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez signé cette lettre-là? J'ai été mis sur la piste par un de mes amis qui est à retraite, qui a fait sa formation à Élections Canada pour aller prêter main forte le jour de l'élection. Puis, à sa grande stupéfaction, il apprend qu'on peut voter le visage couvert. Là, je fais mes recherches, puis je me rends compte que dans les pays musulmans, une femme qui porte un niqab doit se dévoiler temporairement pour être identifiée. Même en Arabie Saoudite, les amis? Même en Arabie Saoudite, effectivement. Alors, c'est un fort petit peu quand même de étonnant. café, ça. C'est un peu étonnant parce que si on dit qu'au Canada, on est pour l'inclusion, et que donc on veut être inclusif avec les femmes portant le niqab. Alors, si vous vous souvenez pas, parce que des fois, c'est mélangeant niqab, abaya, etc. Bon, burqa, on se mélange des fois. Donc, le niqab, c'est le morceau de tissu qui recouvre le visage, mais on laisse une petite fente. On est généreux quand même. On laisse une petite fente pour les yeux. Donc, si on est inclusif au Canada, on est un peu plus inclusif que des pays qui sont, eux, de tradition musulmane. Le but de la laïcité, c'est de prévenir des injustices, c'est-à-dire de favoriser ou défavoriser certains citoyens en fonction de leurs croyances religieuses. Mais malheureusement, le Canada, en ce moment, le gouvernement fédéral fait l'inverse en ce moment. Il crée... Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi on fait de la discrimination au gouvernement? Parce qu'en permettant à certaines personnes en plaçant les droits civiques en deuxième plan par rapport à des privilèges religieux, par exemple, tu sais, chose qu'on fait même pas dans les pays musulmans, tu sais. Voilà. Puis, il y a une question de sécurité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu votre lettre, je me suis dit, voyons donc, ils exagèrent, c'est pas possible. Je suis donc allée vérifier. J'ai demandé à mon collègue Jean-Philippe Leroux de nous remontrer bel et bien le site web d'Élections Canada qui confirme donc la formation que votre ami retraité a eue. Donc, il y a toute une section sur le visage couvert et on nous dit un électeur peut voter avec le visage couvert du moment qu'il prouve son identité et sa résidence selon une des 3 options énumérées plus haut. Donc, en fait, il n'est pas un électeur. C'est écrit noir sur blanc. On n'est pas tenu de se découvrir le visage lorsqu'il prouve son identité et sa résidence. Oublions la religion, Monsieur Gagnon, OK? Moi, je vais me présenter pour aller voter avec mon permis de conduire et ma carte de voteur, de voteuse. Mais si j'ai ma boîte de carton sur la tête, là, comment ils font pour savoir que c'est Sophie Durocher? Voilà. Comment ils font pour savoir que sur le permis de conduire, il y a une photo? Ils vont pas me demander d'enlever ma boîte en carton. C'est absurde. On vit en absurdistan, Monsieur Romain Gagnon. En fait, on n'est plus catholique que le pape, ou devrais-je dire, on n'est plus musulman que Mahomet. Ouais. Parce qu'on en fait plus que les pays arabes eux autres mêmes là-dessus. Non, je suis d'accord, je suis ridicule. Puis, savez-vous quoi, Sophie? Je pensais faire un test, moi aussi, aux prochaines élections. Je pense qu'on va être une gang. Oui, regardez. Moi, je vais emmener ma cagoule. De ski? Ma cagoule de ski, tu sais. C'est bon. Parce que c'est pas religieux, mais moi, le ski, c'est ma religion. Fait que je vais me présenter comme ça c'est bon. aux élections. Attendez, on va refaire une autre image. Mais là, vous allez le faire. Allez-vous le faire pour vrai ou Je vais vous le faire blaguez? pour vrai, certainement. OK, vous allez Mais moi, je te documenter le dis, Cybèle, moi, je vais aussi arriver comme ça. Moi, c'est pas une blague. Je vais vais aller voter comme ça. un niqab à la place, ça va être plus Non, confortable. non, moi, je me mets pas ça sur la tête, Monsieur Gagnon. Je sais que vous le dites en blague, mais honnêtement, moi, si je mets ça, là, je vais m'effondrer. Je suis pas capable. Mais par contre, une boîte en carton, parce que, écoute, il n'y a rien de religieux dans ce qui est écrit sur le site web. On nous dit on peut voter le visage couvert. Je vous l'annonce. Fait que les skieurs, moi, c'est ma Du moment religion. qu'il prouve son identité et sa résidence. Oui, moi, je m'appelle Sophie Durocher. Regardez, c'est ma photo sur le permis de conduire. On nous demandera pas. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas parce qu'en ce moment, avec toutes les affaires de fraude puis de vol d'identité, on est obsédé par ça. Tu sais, tu veux aller à la banque, ils vont te demander 2 pièces d'identité, ils vont te demander de vérifier, ils vont te demander de t'envoyer un code, ils vont t'envoyer un code sur le cellulaire. Mais pour voter,
Donc, ça veut dire que Fatima, elle pourrait aller voter à la place de Mafalda? En fait, on vérifie pas l'identité. Ça fait partie du délire multiculturaliste canadien. Là, on veut tellement pas offenser nos minorités qu'on fait des absurdités comme ça. Là. Absolument. Alors, ce que vous dites, je trouve ça très important. Donc, c'est une lettre qui est très bien rédigée. Donc, il y a vous, comme signataire, Daniel Barry, président du Mouvement laïque québécois, Michel Sirois de PDF Québec, qui est un organisme féministe, l'Association humaniste du Québec, Marie-Claude Girard, Michel Bailey, président des Sceptiques du Québec, Normand Baillargeon, vous le connaissez, Normand Baillargeon, auteur de livres, essayiste, chroniqueur au Devoir, pas n'importe qui. Et il y a Fatima Aboubaker, Fatima qu'on reçoit régulièrement à l'émission, qui est elle-même de culture arabo-musulmane, mais qui depuis plusieurs mois maintenant au Québec, dénonce une montée, une banalisation de l'islamisme. Je suis très contente qu'elle soit signataire de cette lettre-là. C'est important. En fait, je la connaissais pas. Puis elle a communiqué avec moi pour insister pour rajouter son nom à la fin. Fait que je l'ai rajouté in extremis. Ah, j'adore Fatima Aboubaker. Vous enclenchez quelque chose, visiblement. Il y a quelqu'un qui nous demande pourquoi pas une pétition, je veux la signer. Et il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui nous dit aussi qu'il va aller voter avec sa cagoule de ski. Donc, ça se pourrait que ça fasse boule de neige. On pourrait partir un mouvement. Allons tous voter avec des cagoules de ski. C'est-tu à quoi ça me fait penser, Sophie? Puis c'est un peu boiteux. Mais hier, on parlait des jeunes qui font un défi TikTok, qui semblent voir le nouveau film sur Minecraft et qui se ramassent tous les jeunes dans une salle de cinéma. Il y a un mouvement, puis quand il arrive à un moment précis dans le film, ils sont là, ils lancent du popcorn, ils font plein de trucs. Mais il y a des mouvements comme ça qui peuvent s'organiser. Peut-être que là, vous allez en démarrer un comme ça. Surtout qu'au-delà du défi... Mais ton parallèle est excellent. Le défi TikTok, ça débouche sur rien. Alors que là, ce serait un mouvement pour que les gens comprennent l'absurdité de la chose, pour que les gens comprennent que, au nom de l'inclusion, en fait, on est, et c'est qu'on banalise le voile. Et c'est pour ça que je trouve ça très important. Il y a une phrase dans votre lettre ouverte qui dit permettre le vote à visage ouvert heurte aussi de plein fouet la dignité des femmes. Oui. Ça, c'est important. Je veux vous entendre là-dessus, M. Gagnon. C'est un débat en soi, là, le port du niqab. C'est on pourrait en parler longtemps juste de ça, mais c'était pas le but de l'article. Le but de l'article, c'était juste de montrer un peu l'incohérence de la position du gouvernement canadien. Et puis, c'est important parce qu'il y a de plus en plus de choses qu'on permet aujourd'hui au nom de la religion, puis c'est pas prêt de finir. Regardez ce qui se passe dans les rues de Montréal, là. Bloquer des artères pour prier, là, c'est un début, là. Vous savez ce qui se passe en Europe en ce moment? C'est là qu'on se dirige. Oui. Fait que c'est temps d'agiter là, les... C'est ça, de tirer les sonnettes d'alarme. Et c'est important que vous mentionniez prière de rue, parce que c'est pas n'importe quelle prière de rue. Cette semaine, c'était devant la basilique Notre-Dame. Moi, je pense que si demain matin, un groupe de catholiques s'en allait fêter Pâques avec des chants grégoriens devant une mosquée, toutes nos petites pleureuses professionnelles, au Devoir et à la presse et à Radio-Canada, seraient collées au plafond en disant c'est de la provocation, c'est islamophobe, c'est insultant, puis tout ça. Là, il y a des gens qui vont faire des prières de rue devant la basilique Notre-Dame. C'est pas innocent. Venez pas me dire que c'est pas de la provocation. On n'a pas une poignée dans le dos, on n'est pas des valises. Et regardez, un autre exemple, je peux vous donner. Oui, excusez-moi juste 2 secondes parce que je vois Cybèle qui me fait des petits yeux doux. Je sais pas où vous alliez, Monsieur Gagnon, mais il y a quelqu'un qui nous écrit, ça fait 2 élections que je me déguise en Batman pour aller voter au fédéral. Ma femme a honte de moi, donc mais c'est ça, c'est parce que c'est ridicule pour certaines personnes. Ici, on le lit dans les commentaires, ça sonne ridicule finalement. Ça sonne ridicule, surtout que c'est vraiment, il y a un enjeu de sécurité parce que dans plein de pays où qui sont plus ou moins démocratiques, il y a des gens qui viennent voter 2 fois, il y a des gens qui, bref. Donc, alors, la vérification de l'identité de quelqu'un qui vote, c'est essentiel. C'est essentiel à la démocratie. Donc là, en faisant ça, en permettant à quelqu'un de ne pas s'identifier, on bafoue la démocratie fondamentalement. Définitivement. Mais je vais vous donner un autre exemple, OK? Oui. Il y a eu des manifestations récemment à McGill. Oui. Et on a fait du vandalisme. On a cassé des vitres. Et la police n'est pas intervenue. C'est un autre exemple de tolérance au nom de l'inclusivité religieuse. Oui. Mais ça va nous mener jusqu'où, tout ça, là? Fait que c'est ça un peu l'intérêt de l'article aussi. C'est à un moment donné, c'est de
Alors, cette lettre-là, donc, a été proposée à différents journaux. Aucun ne l'a publiée, donc il est disponible maintenant sur la plateforme Medium. Oui, Cybèle? Désolée, ça, je veux vous rappeler un événement, si vous vous en rappelez pas. En 2015, il y a quelqu'un qui était allé voter avec un sac de patates sur la tête. Ben oui. Donc, il s'était présenté, je vous montre à l'écran, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait un peu comme toi avec ta boîte, avec un sac de patates. En 2015, il y avait eu ce mouvement-là, rappelez-vous, parce qu'il y avait cette femme dont j'oublie le nom, qui avait demandé à prêter serment avec le niqab, prêter serment de citoyenneté canadienne, et Justin Trudeau en avait fait un exemple. Il s'était battu, puis ça avait été un enjeu aux élections, donc en 2015, et donc il y avait tout ce mouvement-là, et je me souviens que si on disait à l'époque, parce que j'étais là à l'époque, si on disait à l'époque, c'est absurde de prêter serment avec le visage caché, on se faisait traiter de raciste, on se faisait traiter de tous les noms, alors que c'est la base qu'on soit capable de reconnaître qui tu es. Alors, c'est donc un excellent texte. Je veux juste donner le titre du texte, Le niqab dans l'isoloir, incohérence d'une laïcité à la canadienne. J'aimerais ça entendre nos candidats ce soir au débat. Débattre de ça. Mais bon, le débat va avoir lieu à Radio-Canada. Ça m'étonnerait que Patrice Roy pose la question. Sophie, selon vous, pourquoi aucun journal n'a publié l'article? Je peux pas me prononcer pour mes collègues, mais je pense qu'il y a une certaine frilosité en ce moment. Charlie Hebdo? Voilà, merci. Vous avez dit les deux mots qu'il fallait prononcer. Merci. Et nos auditeurs aussi. Voilà, merci. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, vous vous souvenez de la fameuse phrase d'Yvon Deschamps, les unions qu'est-ce que ça donne? Mais Marc Boilard, lui, se demande le débat des chefs, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu penses de mon imitation d'Yvon Deschamps, toi qui es agent d'humoriste? Et le propos, l'imitation sont tout à fait à point, donc je te félicite. Bravo. C'est tellement un menteur. Quoi? Ben, c'était pas bon pantoute. Je l'avais mais pas du tout. OK, ben, je recommence. Comme un prof m'a déjà dit, ta note, c'est D, mais pour l'effort, je te donne B+. Alors, quand même. Ah, OK. Moi, quand j'étais jeune, les professeurs, ils disaient E pour effort. Je te donne E parce que tu as quand même bien travaillé. Ah, c'est fantastique. E pour effort. Bon, alors, débat des chefs, ça sert à rien d'après toi. Ça sert à rien, absolument rien. Je vais te le démontrer. D'ailleurs, je te fais une prédiction, donc on va s'en reparler quand on se voit le prochain coup qu'on se jase. Ce soir, contrairement à l'opinion populaire, il va y avoir des gros chiffres d'audience pour le débat. C'est-à-dire que le hockey va avoir un effet de vortex. Les gens qui écoutent le hockey vont dire pourquoi pas, tant qu'à être rivés devant la télé dans 60 minutes, pourquoi on n'écouterait pas le débat des chefs? Donc il va y avoir un débat. Oui, il va y avoir beaucoup d'écoute entre 6 et 7, parce qu'à 7 heures, le hockey commence, puis là, tout le monde va s'en aller. OK. Juste 2 minutes, là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves que c'est exagéré d'avoir devancé le débat juste parce que à cause de la Sainte Flanelle? Non, pas du tout. Au contraire. Parce que si tout le monde faisait ça, la vie se porterait mieux. Si tout le monde comprenait qu'à un moment donné, c'est d'ailleurs mon sujet. Le but dans la vie, là, c'est toujours qu'il y ait une communication. C'est beau de dire c'est le contenu, c'est les idées, etc. À un moment donné, ça prend une communication. La politique, Sophie, c'est 2 choses. C'est pas un programme, c'est faux. La politique, du moins en faire, c'est de la communication puis de la psychologie. Les gens, c'est pas vrai qu'ils regardent le programme puis qu'ils se disent voici ce qui est. C'est complètement faux. À un moment donné, ça vient chercher des trucs, ça résonne en toi. Ok, c'est un geste qui est beaucoup plus émotif qu'on pense, même si les gens disent non, moi j'ai voté avec ma tête. Alors moi, je prétends que le débat de ce soir, comme tous les débats politiques, ils servent à rien. Je suis pas contre qu'ils se fassent. Moi, les débats, j'adore ça. On en fait souvent. Je te dis juste que ça sert à rien. Si on pose la question, c'est quoi la finalité d'un débat? Qu'est-ce qu'on répond habituellement? C'est d'exposer ses idées et évidemment mais c'est pas vrai. La finalité d'un débat, c'est convertir des électeurs qui allaient pas voter pour toi. Il y a rien d'autre. Les indécis, ouais. Alors, c'est l'autre point après, tu me devances, bravo. Pardon. C'est les indécis qu'il faut... Non, mais c'est parfait. C'est les indécis. Si on suit cette logique-là de dire ça donne rien de faire un débat où à la fin, tout le monde qui t'a écouté était déjà de ton côté ou pas de ton côté puis ça n'a pas changé. T'es d'accord avec moi? Ouais. Donc, il y a un très petit pourcentage de gens qui sont des indécis. Ce soir, là, les gens comme moi qui vont regarder le débat ont une idée de fait à, je sais pas, ça doit aussi entre 80 et 90% qui savent pour qui voter et ça ne changera pas. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses tout ça pour un groupe d'indécis. Or, comment tu fais pour changer la vie d'un indécis?
c'est là que ça devient intéressant. Personne, Sophie, dans la vie, regarde un débat en se demandant quelles sont mes raisons à moi de voter. Tout le monde connaît ses raisons de voter. Tout le monde sait qu'ils vont voter pour... Il y en a qui c'est très pragmatique, c'est le portefeuille. Il y en a qui c'est des valeurs. Il y en a qui c'est pour le... Chacun a une raison de mettre un X auprès d'un... Tu comprends? Ça changera pas. Donc, parmi les indécis, faut pas essayer de convaincre quelqu'un de changer ses valeurs. Faut essayer de dire... Mais parce que tu demandais plutôt c'est quoi le but du débat. Moi, je pense que, et c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé que ce soit un face-à-face, en plus, évidemment, du débat du consortium, c'est que pour moi, le but d'un débat, c'est que les candidats montrent leur vrai visage. De la confrontation, du choc des idées, naît la lumière, de la confrontation des personnages, à un moment donné, à force de frapper comme ça, deux roches, il y a une petite étincelle. À force de frapper deux personnalités l'une contre l'autre, il y en a une des deux qui finit par s'échapper et montrer son vrai visage. Comme disait Leonard Cohen, « There is a crack in everything, that's how the light gets in ». Bon, c'est un peu long, là, mais donc, alors moi, c'est ça que je veux, c'est à ça que je m'attends ce soir. Qu'à un moment donné, quelqu'un s'échappe parce que il va être talonné par l'autre, là, puis qu'à un moment donné, un mot s'échappe, là, on va dire, OK, là, tu viens de me montrer le vrai Pierre, le vrai machin, le vrai Marc, le vrai Yves-François. Alors, je comprends très bien, je suis entièrement d'accord avec toi, du côté de l'électeur. Moi, je te parle à quoi ça sert pour les partis. D'accord. Il faut que tu convertisses. Ben oui, c'est toute la différence, tu fais bien de préciser. C'est-à-dire, comme électeur, tu veux avoir un éclairage maximal, mais la réalité, c'est que si t'es dans les partis, si t'es le chef qui est là, tu veux, je le répète, convertir. Prends l'exemple, je vais te donner un exemple. Le Parti vert, il est où aujourd'hui? Ben, il est nulle part, puis surtout, il sera pas là ce soir. Exactement. Mais pourquoi il est nulle part? C'est que, je m'excuse, mais si tu retournes quelques élections en arrière, auprès de la jeunesse, entre autres, c'est un parti qui avait le vent d'un voile. C'était le parti de l'écologie, c'était la priorité absolue, etc. Tout à coup, ça disparaît, boum. Pourquoi? Parce que les autres partis se sont emparés aussi de l'écologie. Ils ont déshabillé leur adversaire. Aujourd'hui, il est rendu tout nu. Donc, c'est ça exactement mon point. C'est que ce soir, il va falloir voir de la même façon que Mark Carney a un peu déshabillé Poilievre. Complètement. En lui volant, entre guillemets, en lui retirant des bons pans quand même de son programme, des thématiques, exactement. etc. Ouais. Le parti, tout le monde s'accorde à dire que lorsque Mark Carney est arrivé, on n'était pas avec le même parti libéral que Justin Trudeau. On est littéralement dans un parti qui s'appelle le Parti libéral. Mais on peut penser que cet homme-là l'a amené, à tort ou à raison, la politique c'est que de la perception, qu'il l'a amené ailleurs. Donc c'est exactement mon point. Donc si on regarde l'entonnoir, c'est-à-dire on sait que ce soir, la majorité des gens, leur idée est faite, il faut convertir des indécis. Est-ce que et c'est mon autre point, est-ce que c'est à coup d'engueulade? Est-ce que tu penses que quand il y a une prise de bec, c'est autre chose qu'un show? Non! Parce qu'à ce moment-là, quand tu es en train de t'engueuler pour défendre ton point, au lieu de dire, Monsieur Poilievre, je suis très, très content que vous abordiez le sujet de rationaliser les dépenses du gouvernement, on pense comme nous. C'est la même affaire. C'est juste qu'on n'a pas la même façon de travailler. Nous autres, ce qu'on propose, c'est pas comme vous. Nous autres, on propose telle affaire. Ben, ce type de déshabillage-là, moi, je l'entends jamais. J'entends jamais les débats faits avec cette finesse-là. Tout ce que je vois, c'est, moi, je vais le peinturer dans le coin. Et là, pendant ce temps-là, tous les acquis, tout le monde font là, oui, regarde comme il a dit. On s'en fout de toi. Tu votais déjà pour un ou pour l'autre. Tu me suis? C'est exactement ça. Moi, je pense que le débat de ce soir ne changera pas grand-chose. Ce qui change énormément, c'est les publicités. Comme par exemple, quand tu vois quelqu'un de percutant et de pertinent comme Léa Streliski, qui fait une publicité avec Mark Carney et qui lui pose des questions, comprends-tu, qui rentrent dans le dash, là, puis qui nous font rire en plus, parce que c'est une excellente humoriste hilarante. Là, tu sens que le vent tourne. Alors, toi, t'aurais voulu que le Parti libéral paye pour quelqu'un qui le peinture dans le coin, l'amène dans un... Tu t'attendais. Non, c'est pas ça. C'est que la pub est plate, elle est pas drôle, elle est nounoune, elle est inintéressante. Pas l'humoriste, la publicité, là. J'ai bien compris. Ben, non, mais des fois, il y a des gens qui prennent mes propos puis qui les tordent. J'ai bien compris. Ça arrive des fois. Oui, je sais. Alors, bref, mais on reste dans le même sujet. C'est-à-dire que, au final, ça prend un vote de plus. Que ce soit avec une pub que tu juges qui est zéro, j'ai même pas vu, c'est que ce serait difficile pour moi d'en parler. Non, ben je l'ai pas vu, mais je suis au courant de tout ça. Évidemment, je suis au courant de l'histoire. Ben oui, mais j'ai pas vu là.
Bon, ça fait que j'aimerais ça dire, ah non, moi je l'ai trouvé super drôle ou pas, je peux juste pas me prononcer. Bon, question d'honnêteté. La réalité, c'est que dans tous les cas, ça prend un X de plus. C'est ça mon point. Et qu'un débat comme ça, je trouve que les chefs, on dirait que, à mes yeux, ont pas l'habilité d'aller, je reprends mon expression, de déshabiller son adversaire en disant, ta thématique, je la prends, je me l'approprie, et finalement, je te déshabille. Je ne le vois pas. Donc, à chaque fois, je trouve que c'est des exercices vains. D'accord. Il y a des gens aussi qui pensent, puis là, je dis à tout le monde, je vous annonce que Guy Nantel va être avec nous demain, hein, c'est ça? Il va participer à l'émission demain, parce que lui, il regarde pas le débat des chefs, entre autres, puis il pourra nous expliquer pourquoi plus en détail demain, parce qu'il dit, ben ça se passe au fédéral, c'est pas mon pays, là, c'est un pays étranger, je vois pas pourquoi je regarderais, c'est comme si je... bon. Alors, il y a pas tort non plus, il y a pas tort. Mais je suis sûr qu'il a regardé le débat, je suis convaincu qu'il a regardé le débat aux États-Unis, par contre. Alors, il faudra que tu lui poses la question pourquoi. Écoute, je regarde. Alors, des réactions, moi, je regarde les débats. Il y a quelqu'un qui nous écrit, un auditeur, une auditrice, qui dit, moi, je regarde le débat pour rire de Carney en français. Il y a des fois où il se débrouille pas mal, mais t'as l'impression que c'est quand même des lignes qu'il a apprises un petit peu par cœur, puis des fois, t'as l'impression qu'il utilise des mots, puis il sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, tu vois, on vient... Culture et agriculture, là, tu dis. Oui, ça, c'est très fort. Oui, on part de loin. Hey, écoute, il me reste 15 secondes, je t'embrasse. Merci beaucoup, Marc Mollard. Merci, bye bye Cybèle. à tous. Merci à vous, les auditeurs. Merci à Hugo Veilleux, qui a été absolument formidable. Jean-Philippe Leroux. Hey, je parle de la publicité avec Carney. La publicité apparaît. Bravo, Jean-Philippe. Merci, à demain. Kid.